C'est vraiment l'attente du salarié. Capacité à connaître les situations, donc des compétences aussi, bien sûr, dans le domaine, dans le domaine de l'entreprise et dans le domaine juridique. Sans doute aussi une forme de capacité à développer son syndicat. Capacité à dire non ou à ne pas se laisser entraîner sur des terrains qui pourraient être négatifs pour les salariés, pour le syndicat ou pour l'entreprise. Et en particulier, dans des situations de crise qui peuvent arriver, une capacité, dans ces cas-là, à garder la tête froide pour ce genre de situation. Capacité à créer une unité, c'est peut-être en fait, ça me vient en disant, mais c'est pas ce qu'on a dit, mais peut-être à avoir une forme de synthèse pour savoir redonner les messages des salariés. Et puis donc ouverture, disponibilité, alors disponibilité intellectuelle, du cœur et du temps. Et puis un esprit de service. Je ne sais pas s'il y a des choses que j'ai oubliées ou pas assez bien dites. Ok, merci. Qui prend la suite? Nous, on a également mis l'écoute, l'ouverture à l'égard du manager, de l'encadrement. Ouais. Le calme, le parler vrai. J'arrive à trop dire. C'était à moi de le faire. Vas-y, continue. Le parler vrai, le réalisme, pragmatisme, cohérence. Le respect de la confidentialité. La combativité, le courage. L'abnégation. L'impartialité. S'affirmer, argumenter, leadership. Voilà. C'est Krasuki. C'est un patron, ça. D'accord. C'est plutôt un patron. L'abnégation face à l'encadrement, vous pouvez expliquer pourquoi vous avez retenu cette qualité? Non. Je crois que c'est parce que de temps en temps, je ne sais pas si c'est le bon mot d'ailleurs, mais si j'ai bien compris, on va aller porter une revendication d'un salarié alors que on a autre chose à foutre, quoi. Faut y aller quand même, quoi, une certaine. D'accord, ok. Ouais, effectivement. C'était pas notre priorité, mais on y va quand même parce que c'est important pour l'autre. C'est le sens du service. Pour le salarié, il faut aller porter des revendications dont on se fiche pas mal parfois, je pense. Ok, d'accord, merci. Oui. Alors, on a mis, donc là c'est au niveau de la direction. Hein. Oui. Donc crédible et à l'écoute du personnel, proximité, voilà, du terrain, hein. Respectueux, honnête et franc. Ouais. Oui. Indépendant et autonome. Constructif. Qui est le sens de l'entreprise. L'esprit d'analyse.
disponible, bien formé dans son rôle et dans sa fonction aussi. Enfin, dans sa fonction et son rôle. Soit rigoureux et pragmatique. Qu'il ait du charisme. Qu'il soit pugnace. Il ne reste plus que 2. Oui. Innovant et juste. Ça va un peu avec honnête. On a encore été les meilleurs. Alors, entre mandatés, Absolument pas. Le voyage, Chaque mois, ça va là. Non, non, pas du le tout. voyage aux Antilles, on va l'avoir. Le voyage aux Antilles. on s'est dit ce qui serait pas mal, c'est qu'ils soient bienveillants les uns avec les autres. On s'est dit tout au moins courtoisie. Courtois. Ça passe aussi pour paraître à l'écoute les uns des autres. Diplomate. Capable d'une prise de recul. Faire preuve aussi parfois d'une certaine réserve, parce que entre autres mandatés, on peut ne pas représenter le même syndicat, donc on a quand même aussi, on doit peut-être être en réserve sur certains points et savoir se faire entendre. Donc ça revient à s'affirmer, je crois quelque part il y a eu quelqu'un qui disait ça. C'est une bonne aptitude à négocier. Je ne sais pas si c'était de la négociation, mais je pense que c'était bien plus. Capacité à créer la confiance dans un environnement qui n'est pas forcément homogène. Tu peux avoir, quand tu donnais plus un employé, du collège cadre. Être dans un état d'esprit de co-construction. Et pour nous, il nous semblait que avec ces pairs, c'est vraiment la volonté d'aider les salariés, donc d'aider l'entreprise en travaillant avec les autres mandatés. Donc c'est une volonté de une volonté de travailler ensemble. Et l'entreprise. En fait, même si on vient de différents syndicats, finalement, le but commun est là, quoi. Donc voilà, quels sont... moins travailler, mais bon, c'est pas... Non, mais c'est très bien. Merci beaucoup. C'est la synthèse, chaque mot est pesé. Quelles sont les qualités qui seraient distinctes de celles d'un manager? En d'autres termes, quels seraient les termes que vous avez sur ce tableau qui seraient à rayer s'il s'agissait de décrire les qualités managériales? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Ce sont les mêmes. Ici, on pourrait juste remplacer le mot syndicat par le collectif, et on aurait aussi le rôle du manager. Ce sont les mêmes qualités qui sont requises pour les représentants du personnel et pour les managers. Mais ils n'agissent pas exactement dans le même contexte. Et en particulier, cet environnement complexe là, que décrivait Cécile, il faut essayer de le comprendre, le champ de contraintes dans lequel intervient un représentant du personnel. C'est un peu, si vous voulez, comme celui qui fait de la Wii. Donc il est en évolution comme ça en permanence, parce qu'en face de lui, il y a un environnement qui est aussi en évolution, et auquel à la fois il s'adapte, et en même temps qu'il conditionne en fonction de ses mouvements. En face de lui, il a la direction. Derrière lui, il s'appuie sur les salariés. Mais il a aussi, sur le côté ici, son propre syndicat, qui peut parfois le soutenir, parfois lui donner des orientations divergentes. C'est un appui, mais pas toujours. Voilà. Et puis de l'autre côté, il a la concurrence des autres organisations syndicales. Et donc, forcément, il doit s'appuyer un peu plus ici, si la concurrence est forte, pour trouver son équilibre. Donc en plus, il est dans un champ de contraintes
permanent pour pouvoir exercer effectivement sa mission. Alors ce qui est intéressant dans l'exercice que vous avez fait, c'est que on pourrait imaginer que la diplomatie, la capacité à négocier, ça se retrouve face à la direction. En fait, c'est pas là que vous l'avez mis. Voilà. Finalement, quand on reprend tous ces termes, on a la description de quelqu'un qui va contribuer à la régulation sociale dans l'entreprise. Et c'est en ce sens qu'effectivement, il y a une complémentarité avec la ligne hiérarchique. Alors, complémentarité et parfois concurrence. Parce qu'on n'est pas dans un monde idéal. Hein, et effectivement, cette situation que j'évoquais, hein, d'équilibre instable, eh bien, elle peut, à un moment donné, se trouver confrontée à des logiques concurrentielles pour exister, effectivement, savoir se faire entendre, s'imposer, assurer son indépendance, son autonomie, faire preuve, effectivement, de combativité, de courage, savoir dire non, etc. Bon, oui, tout ça peut se traduire, effectivement, par des formes de concurrence. Mais en même temps, des formes de complémentarité. On va essayer de comprendre cette notion que je viens d'évoquer de régulation sociale pour illustrer de quelle manière ça peut être effectivement complémentaire par rapport à la fonction de la hiérarchie de l'encadrement. Pour ça, je vais prendre un petit schéma qui est celui... Peut-être juste une question spéciale ? Bien sûr, oui. Comment fait-on trouve les mêmes qualités manager et représentant? Quelqu'un qui a toutes ces qualités, il a tout intérêt, s'il veut faire carrière et se développer, à être manager et pas représentant, non? Alors, ça nous entraînerait dans un long débat, mais c'est vrai, ça nous entraînerait dans un long débat. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que quelqu'un va choisir une voie plutôt que l'autre? Ça, c'est une question. Ça, c'est un vrai débat. Il n'y a pas une réponse unique par rapport à ça. J'en ai vu passer d'un côté et de l'autre. Et de l'autre, oui, oui. Y a-t-il antinomie? C'est-à-dire, ne peut-on pas être tantôt manager et en même temps représentant du personnel? Ça arrive, on a des cadres qui sont eux-mêmes... Oui, ça arrive. Il y a même d'ailleurs des organisations syndicales dont c'est précisément l'objet. Hein, la CFE-CGC, Organisation syndicale représentative des fonctions d'encadrement, eh bien, elle est habituée à cet exercice de schizophrénie qui consiste à dire je suis en tant que manager représentant de la direction et en tant qu'élu représentant les salariés. Parce qu'on peut effectivement être en même temps un salarié et quelqu'un qui est dans une fonction d'encadrement. Bon, après c'est vrai qu'en France on a une approche souvent un peu manichéenne des choses qui est, je dirais, l'héritage de notre histoire. Il y a une histoire qui a été très marquée par une culture de la lutte des classes qui fait que voilà, on a considéré qu'on était d'un côté ou de l'autre, mais on ne pouvait pas combiner les deux. Moi j'ai eu l'occasion de faire une formation pour des managers d'une filiale du groupe Total qui étaient venus avec leur DRH. Voilà. Tour de table de présentation, classiquement, je pose la question, avez-vous des représentants du personnel dans vos équipes? Avez-vous vous-même éventuellement une expérience dans la représentation du personnel? Chacun se présente, il y en a qui avaient ou non des représentants dans leur équipe. Arrive le tour de la DRH. Et là, elle fait son coming out. Elle dit, oui, moi j'ai été délégué du personnel. Stupeur, tout le monde se retourne vers elle. Alors effectivement, je vous explique, avant j'étais chez ExxonMobil, donc un groupe de tradition britannique. Et là, on m'a dit, écoute, ce serait peut-être pas mal dans ta carrière de RH que tu fasses à un moment donné l'expérience de la représentation du personnel. Pragmatisme anglo-saxon, peut-être. En tout cas, c'était clairement pas la culture des gens issus de Total. Mais enfin, voilà. Alors après, bon, je ne vais pas ouvrir le débat de pourquoi on devient représentant du personnel. Il y a des tas de raisons qui s'enracinent dans l'histoire personnelle, dans la culture familiale, dans une situation vécue, et souvent mal vécue. Dans aussi l'envie de rendre service, parce que vous avez mentionné effectivement cet esprit de service. Enfin, voilà, il y a des tas de critères. Mais je voudrais donc vous proposer d'aller justement un peu plus loin dans la compréhension de ces enjeux de la régulation. C'est-à-dire que, en fait, on a dans les situations d'entreprise que vous connaissez bien, une pyramide comme celle-là, qui est la pyramide de la tension sociale. C'est-à-dire que tous les jours, dans les entreprises, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Voilà. Ça, c'est le quotidien. Et ces problèmes, quand ils ne sont pas traités,
ou parfois quand ils sont traités d'une manière inadéquate, eh bien, ils vont générer des tensions. Et ces tensions, elles-mêmes, quand elles ne sont pas prises en charge, elles vont dégénérer en conflit. Alors, parfois, c'est aussi parce que les décisions qui ont été prises, les arbitrages qui ont été pris, ont été considérés comme insatisfaisants. Voilà. Donc tout ça, ça peut naître au départ dans les relations interindividuelles, puis à un moment donné, ça va prendre une dimension collective, et donc on est en permanence dans l'entreprise, voilà, face à cette situation d'évolution qu'il s'agit de pouvoir maîtriser. Donc en fait, la façon de maîtriser ces situations, moi je la représente sous une forme schématique, qui consiste tout simplement en fait, à renverser la pyramide. Voilà. On va reprendre notre pyramide, et on va la faire reposer pointe en bas. C'est pas très joli, mais on va essayer d'arranger ça quand même. Hop. Voilà. On a un architecte dans la salle, il ne s'agit pas de faire des dessins. Ah, numéro qui 10. ressemble à rien. Hein. Voilà. Donc cette... Enfin, ça ne ressemble pas à grand-chose quand même, mais c'est pas grave. On va le faire comme ça. Cette pyramide qui repose pointe en bas, en fait, elle repose sur les salariés. Ce qui, évidemment, n'est pas une situation très confortable, parce que c'est pointu et ça pèse. Et en fait, les problèmes, ils sont toujours là. Et donc, les problèmes peuvent toujours être source de tension. Donc, c'est là qu'on va faire intervenir des acteurs de la régulation sociale. Le premier d'entre eux, ce sera justement le manager. On va le situer ici. Le manager, il est en relation avec les salariés. Et donc, par rapport aux problèmes qui se posent, il va pouvoir être le premier à intervenir. Et puis, parfois, le sujet dépasse ses attributions, touche à plusieurs champs de compétences. Il est nécessaire donc d'aller chercher plus haut des éléments de régulation. On va les chercher auprès de la direction. Alors, la direction, elle agit comment ? Son rôle, c'est de produire de la décision. Voilà, c'est le cas. Et puis le manager, lui, il agit comment ? Essentiellement en explicitant le but, en donnant du sens, il agit par la communication. Voilà. Donc on a ici un axe de régulation, direction manager, manager salarié, prise de décision, transmission, communication, mise en perspective. Seulement, vous voyez bien la difficulté, c'est que si j'ai fait reposer cet édifice en position instable, pointe en bas, et que j'ai mis tous mes efforts de régulation sur un seul côté, eh bien, ça risque de pencher, et ça pourrait même tomber. Il est donc nécessaire d'avoir un dispositif de contrepoids pour pouvoir faire l'équilibre. Et ce contrepoids, il va être assuré justement par ces représentants du personnel. Alors, c'est volontairement que j'utilise la notion de contrepoids et non pas de contre-pouvoir. Parce que souvent, on a justement une vision déformée qu'eux-mêmes véhiculent, hein, et qui consiste à dire, voilà, nous sommes des contre-pouvoirs. En fait, non. Ils sont surtout des contrepoids, de façon à pouvoir trouver cet équilibre. Alors évidemment, ils agissent à leur manière. C'est-à-dire que les solutions qu'ils proposent par rapport aux problèmes qu'ils se posent, eh bien, ils vont les exprimer, eux, en termes de revendications. Voilà. Et c'est leur rôle, d'une certaine manière. Et puis, ces représentants du personnel, ils vont s'inscrire dans la logique, dans la culture d'une organisation qui souvent les a mandatés, voilà, qui est là, et qui est un syndicat. Et vous voyez, l'enjeu de ce syndicat, eh bien, c'est de se positionner au même niveau que la direction. C'est-à-dire d'être reconnu comme un interlocuteur de la direction, dans les attributions qui lui appartiennent, naturellement. C'est-à-dire, on est de ce côté-là de la pyramide de la régulation et non pas ici. Donc on a bien des attributions qui sont distinctes, une complémentarité d'une certaine manière qui peut jouer. Et à ce moment-là, on a un système de régulation qui va permettre de trouver l'équilibre de cet édifice qui pourtant est en position instable.
On peut même faire une observation par rapport à ça, c'est que quand on a un édifice instable, eh bien, si on veut justement garantir le plus possible sa stabilité, on a intérêt à ce que le centre de gravité soit le plus bas possible. C'est-à-dire qu'en fait, la résolution des problèmes et le traitement des tensions, il se fasse ici, dans la partie basse du tableau. Après, ça peut toujours monter plus haut, mais forcément, c'est plus difficile de trouver les équilibres. D'autant plus que, vous le savez bien, les syndicats n'ont évidemment pas tous la même façon d'aborder la manière de résoudre les problèmes. C'est-à-dire qu'en France, schématiquement, on a deux traditions syndicales. L'une qui consiste à rechercher des solutions aux problèmes par la voie de la négociation, de la concertation. Et puis une autre tradition syndicale qui, elle, au contraire, va chercher à utiliser les problèmes pour installer le conflit, qui est donc dans la culture de la confrontation. Voilà. Donc ça, c'est évidemment le point dur de ce schéma de régulation sociale. Donc on ne choisit pas complètement ses interlocuteurs, et parmi les interlocuteurs qui sont autour de la table, autour de la pyramide, eh bien, il y en a quelques-uns qui vont systématiquement chercher à exploiter les problèmes pour installer le conflit. Bon, vous allez me dire à quoi ça sert. Chercher à installer le conflit. Ou c'est... Voilà, est-ce qu'ils le font consciemment ou est-ce que c'est... C'est ce qu'on peut observer, mais c'est une ligne de politique, quoi. En fait, je vais résumer ça pour essayer de répondre en une petite formule autour de 3 mots. On va commencer même par 3 lettres. R, N, A. Ça, c'est le premier modèle de culture syndicale. R, ça veut dire revendication. Jusque-là, rien que très normal, c'est le rôle des syndicats de présenter des revendications. N, négociation. Et enfin, A, accord. Et le mot important, c'est le mot du milieu. Dans cette culture syndicale, dans cette culture des relations sociales, la négociation, c'est le moyen de faire aboutir la revendication. Et pour ça, évidemment, il y a la perspective d'aboutir à un accord. Alors, pour pouvoir aboutir à un accord, il faut s'entendre sur un certain nombre de points qui nécessitent parfois de faire des concessions, d'essayer d'obtenir des contreparties, et puis finalement de trouver le meilleur compromis. Voilà. Alors évidemment, pour négocier, il faut être deux. Donc si l'une des parties ne souhaite pas négocier, si en tant que syndicat, je voudrais bien négocier, mais que la direction ne le veut pas, donc c'est un petit côté frustrant aussi, naturellement. Ensuite, il est possible que la négociation s'ouvre, mais qu'elle ne débouche pas, qu'elle ne produise pas de résultat. Et puis finalement, si la négociation s'est ouverte et qu'elle a produit des résultats, à ce moment-là, je vais pouvoir signer un accord. Dans cette culture syndicale, la signature de l'accord, c'est quelque chose qui a de la valeur. On a utilisé tout à l'heure le terme de co-construction. C'est effectivement un terme assez utilisé, assez à la mode aujourd'hui dans les questions qui touchent au dialogue social. On a pu co-construire effectivement de la régulation sociale par la voie de la négociation et par l'élaboration d'un accord. Qui a une valeur, qui a une portée, qui produit des résultats. Dans cette culture syndicale, ce que l'on attend effectivement de l'accord, c'est qu'il produise des résultats. Et en ce sens, le syndicat va s'engager à faire en sorte que, effectivement, l'accord qu'il a négocié et qu'il a signé, eh bien, il produise des résultats concrets pour les salariés. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à un syndicat qui s'inscrit dans cette culture, moi je ne signe pas n'importe quoi, parce que ma signature a de la valeur. Et si ça ne peut pas produire de bons résultats, ne comptez pas sur moi pour le signer. Par contre, si je le signe, j'attends effectivement que ça produise des résultats et je m'engagerai dans ce sens. On a heureusement des syndicats aujourd'hui en France assez nombreux qui se situent dans ce champ-là. Je ne sais pas, ça vous fait penser à qui comme organisation syndicale?
CFDT, par exemple. CFDT, ils en font leur fonds de commerce aujourd'hui. Je vois qui signe ou qui signe pas. Qui sont dans cette logique-là. Qui signe, ouais. Qui d'autre? Sud. Non, FO. Il y a C'est FO. le CGC, bien sûr. Ouais. D'autres? FO aussi. FO. CFTC, FO, oui, pour une partie de sa culture, en effet. Oui. Pas toujours, mais enfin pour une partie de sa culture, oui, il faut, bien sûr. Ça dépend de la branche, quoi, chez FO. Ça dépend des branches, en effet. Et puis on a une organisation plus récente et non représentative aujourd'hui internationale comme l'UNSA, qui est complètement dans ce schéma également. Et puis voilà, un certain nombre de syndicats autonomes, autres. Voilà. Donc heureusement, si vous voulez, on a quand même des acteurs autour de la table qui partagent cette culture-là. Après, il y a l'autre culture syndicale, la culture de la confrontation. Alors on va reprendre les trois mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. R, A, N. Donc R, ça veut toujours dire revendication. Mais A, ici, ça signifie action. Et N, négociation. Et le mot important, c'est toujours le mot du milieu. C'est le mot action. Dans cette culture-là, ce qui compte prioritairement, c'est de pouvoir créer les conditions de la lutte, du conflit, c'est-à-dire d'engager les salariés dans cette action qui peut éventuellement déboucher sur la négociation. Mais dans cette culture, la négociation n'est qu'une étape dans une stratégie de lutte. Ce qui compte prioritairement, c'est de maintenir cette capacité de mobilisation. Et en ce sens, que finalement la négociation aboutisse ou n'aboutisse pas, c'est pas très important. Parce que dans ce modèle-là, on va pouvoir en fait en permanence retomber sur ses pieds. On est dans un schéma dialectique, voilà, qui permet de rebondir en permanence pour renforcer en permanence cette capacité d'action. Je vais vous l'illustrer. On est en réunion de section syndicale, on est en train de débriefer le dernier conflit. On va le faire d'abord dans le sens où on a gagné. Les camarades, notre mouvement est un succès. Nous avons réussi à faire capituler cette direction, qui a enfin reconnu la légitimité de nos revendications, et nous avons obtenu dans cette entreprise des droits nouveaux pour les salariés. C'est un succès. Il faut analyser les raisons de ce succès. J'en vois deux. La première, c'est que nous avons réussi à créer le rapport de force. Nous étions nombreux, nous étions déterminés, nous étions unis. La deuxième, précisément, c'est celle-là. C'est la capacité que nous avons eue à développer cette unité d'action qui a fait que notre mouvement a réuni tout le monde, était puissant, et c'est dans ces conditions que nous avons obtenu notre victoire. Alors les camarades, il faut en tirer maintenant la vraie conclusion. Si dans cette entreprise nous voulons aller plus loin, si nous voulons pouvoir installer de nouveaux droits, si nous voulons de nouvelles victoires sociales pour les salariés, ce que nous devons travailler en priorité, c'est notre capacité dans l'unité d'action, c'est notre capacité dans la mobilisation, c'est notre capacité à créer un collectif de lutte puissant, organisé, solidaire, déterminé. C'est comme ça que nous allons gagner. C'est péponne. Maintenant, je vais vous le faire quand on a perdu. Sans les années d'expérience. Bon, les camarades, le mouvement est un échec. Il ne faut pas se raconter l'histoire, nous n'avons rien obtenu. Parce que la direction n'a rien voulu céder. Et donc là, nous nous sommes battus, mais sans perspective réelle de pouvoir gagner. Et vous savez pourquoi? Parce que dans cette affaire, ce qui manquait, c'était l'unité d'action. Tous les camarades n'étaient pas avec nous. Nous n'avons pas réussi à créer les conditions de la mobilisation. À partir de là, nous n'avons pas su installer le rapport de force qui nous aurait permis de gagner dans cette lutte. Et donc c'est évident que la direction n'allait rien nous lâcher. Ce qu'elle a fait, le mouvement est un échec. Alors je crois qu'il faut tirer des conclusions de cet échec. La première conclusion que je vais tirer, c'est que dans cette entreprise, si nous voulons obtenir des droits nouveaux pour les salariés, si nous voulons pouvoir gagner sur nos revendications qui sont légitimes, ce que nous devons travailler en priorité, c'est notre capacité de mobilisation. C'est d'engager tous les salariés avec nous dans la lutte. C'est de créer les conditions du rapport de force qui passe notamment par l'unité d'action.
C'est ce que nous devons faire si nous voulons, la prochaine fois, éviter cet échec. Quand vous demandez aux syndicats qui sont dans le rouge, enfin, je ne sais pas si vous avez choisi exprès, indépendamment de ceux qui sont dans le... Est-ce qu'ils disent que l'objectif c'est l'action, ou ils disent que l'objectif c'est quand même d'arriver à quelque chose, une avancée, quoi? Est-ce qu'ils assument? Oui, ils l'assument complètement. Ils l'assument complètement, il faut lire leur littérature, il faut lire leur tract. Plus que leur tract, il faut lire leurs revues, il faut les mettre sur Internet, etc. Oui, ils expliquent que dans le monde du travail, on n'a jamais rien obtenu sans lutte. Que le patron n'a jamais rien lâché volontairement. Pour eux, c'est une illusion de penser que le patron pourrait donner quelque chose gratuitement et généreusement aux salariés. Oui, mais tout ce qu'on obtient... C'est même louche. Oui, c'est même louche. Tout ce qu'on obtient, on l'obtient dans la lutte. Donc, effectivement, pour eux, la priorité, c'est de renforcer cette capacité de lutte. Oui, mais en vue d'obtenir une avancée, quand même. L'objectif derrière, c'est quand même... C'est la révolution. C'est une question, hein. Chaque avancée... L'action pour l'action ou l'action pour... Ça dépend. Bon, ça dépend à qui on a affaire. Ils ne sont pas tous effectivement formatés tout à fait de la même manière. On peut avoir des délégués CGT qui sont des bons bourgs, qui pensent effectivement sincèrement que de toute façon, si on n'est pas capable de montrer ses muscles, le patron ne cédera rien. Bon, voilà. Pour autant, ils ne sont pas nécessairement ennemis de l'entreprise. Il y a même au contraire à la CGT une certaine culture de la fierté du métier, de la fierté d'appartenance à un métier, à une entreprise. Bon. Et puis ensuite, on a les militants révolutionnaires. Alors on les a à Sud, mais on peut aussi les avoir à la CGT. Et puis même à FO, dont on parlait tout à l'heure, FO, ils ne sont pas toujours sur des positions très claires. La culture de FO, qui est une organisation d'abord qui est une scission de la CGT, une scission de 1947 de la CGT, c'est une culture de la lutte des classes. À FO, on vous dit, le monde du travail est divisé en deux camps. Le camp des patrons, le camp des salariés. Nous, on a choisi le camp des salariés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vouloir défendre les salariés toujours par l'action, la lutte, la mobilisation, la grève, etc. Mais en tout cas, les choses sont claires. Et puis par contre, à la CGT, on a un autre slogan qui dit « de toute façon, on a toujours raison de faire grève ». Bon, on est bien quand même pour conforter l'activisme. On a toujours raison de faire grève, quel que soit finalement le but poursuivi, la revendication exprimée. D'autres questions? Oui, une question historique. Est-ce que, vu de ta fenêtre, entre la période qu'on a connue, nous, des années 70, 80, 90, pré-chute du mur de Berlin, ou la CGT et la courroie de transmission du Parti communiste, donc avec en fait un amas de gens qu'on embrigade pour les mener vers la révolution, est-ce qu'entre cette période qui a disparu avec une CGT aujourd'hui qui, de facto, n'a plus le soutien tout-puissant d'un Parti communiste de l'Union soviétique, est-ce qu'il y a ou pas une rupture idéologique? Ou est-ce qu'on est toujours dans les mêmes modes de fonctionnement, dans les mêmes racines? Ou est-ce qu'il y a des évolutions? Alors, il y a un recyclage de la lutte des classes. Un recyclage? Oui. Le thème de la lutte des classes, il a trouvé à s'exprimer à travers l'altermondialisme, qui aujourd'hui, je dirais, se situe quelque part dans les revendications des Gilets jaunes et dans les revendications d'attaque. Black box. D'une frange politique, parfois même pas très loin du parti au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est un peu ambigu, mais il y a quand même eu effectivement une espèce de recyclage de la lutte des classes autour de thématiques qui peuvent rester anticapitalistes et qui par ailleurs peuvent prendre des formes complètement nouvelles. Le féminisme radical, parent 1, parent 2, ça vient de sortir, là, c'est de la lutte des classes. C'est un principe effectivement du passé faisant table rase. Il y a un sexe opprimé, un sexe dominateur. Il faut renverser la table. On est quand même bien imprégné de ça. Donc la mécanique reste fondamentalement la même, mais on a recyclé cette mécanique. Oui, d'accord. Les fondements idéologiques. Okay. Alors, en plus, les évolutions sont des évolutions lentes, parce que tu as raison de citer la chute du mur en 89. C'est quand même effectivement l'effondrement d'un modèle de référence pour toute une partie de ce militant ouvrier qui était aussi des militants politiques, qui avait quand même la référence, un système qui avait ses imperfections même à leurs yeux, mais qui était quand même une alternative crédible au système capitaliste. Ce système s'effondre, il leur semble à ce moment-là qu'il ne reste que le capitalisme. Certains d'entre eux disent, le modèle socialiste tel qu'il était incarné par l'URSS s'est effondré,
ça ne fait pas de nous des capitalistes. Nous restons des anticapitalistes. Voilà. Donc ça, c'est une partie d'entre eux. Et puis, pour une autre partie, on avance à tâtons. Voilà. On ne sait pas trop sur quelle base idéologique légitimer ces revendications. On n'est pas non plus vraiment aidé en cela par le cadre qui est formé en France essentiellement par le droit social, c'est-à-dire en fait l'intervention de l'État. Et en France, on a cette difficulté, c'est qu'on a un syndicalisme qui à la fois s'est forgé dans une culture de la lutte pour une large partie, et d'autre part s'est forgé en rapport, en relation avec l'intervention de l'État. Il s'est calé sur l'exercice du pouvoir politique qui est intervenu et qui continue d'intervenir en permanence dans le champ des relations sociales. Donc cette tentation d'attendre aussi toujours de l'État, non pas du patron, non pas de la négociation qu'on pourrait conduire entre nous, mais de l'État régulateur, la décision qui va permettre de trouver une issue au problème. Et on est seulement en train de sortir de cette logique qui voudrait que, si je n'ai pas choisi la lutte, à ce moment-là, on a forcément choisi l'étatisme. C'est quand même un peu tomber le carré dans cela. Donc, on est seulement en train d'en sortir. C'est-à-dire qu'on est en 2019, on l'a dit, la chute du mur c'est 89. Vous voyez, 30 ans pour arriver. Entre-temps, une étape importante. Je vais peut-être justement en profiter pour poser quelques repères. Et puis ça va nous introduire aux réformes qui sont en cours actuellement. Une réforme importante qui a été la réforme de la représentativité. Génial. Alors, juste pour se resituer les idées les uns les autres, on est tous d'accord. Quelles sont aujourd'hui les instances représentatives du personnel que vous connaissez? CCE, CE, DP, CHSCT. Délégué du personnel et DP. Oui. Délégué syndical. Comité de groupe. CCE. Oui, CCE, alors c'est le comité de Représentant syndical au CE. au-dessus de plusieurs CE. Ah oui, C'est d'accord. un groupe avec des Ah, filiales. d'accord. Syndicat. représentant syndical au CE, dans certaines conditions, représentant syndical au CHSCT. Bon, ok. On a donc des acteurs différents, et j'expliquerai pourquoi je les ai mis de part et d'autre du tableau. Alors, il y a donc, à travers l'intervention du législateur, un courant, je vais dire historique, qui va conduire à la réforme qui s'est concrétisée en septembre 2017 avec les ordonnances Macron, donc, qui vont supprimer tout cet édifice-là pour le remplacer par une instance unique, qui est le comité social et économique. Voilà. Alors, premier temps de cette réforme, en 1993, avait été créée la première option, sinon je vais écrire comme un cochon, voilà, on va faire. Et, voilà. Première forme de regroupement facultatif des instances représentatives CEDP dans les entreprises de moins de 250 salariés, et on avait appelé ça la délégation unique du personnel. Voilà. Ensuite, on a eu d'autres évolutions qui sont intervenues. Donc ça date de 1993, délégation unique du personnel. L'évolution importante qui va intervenir ensuite, ce sera la réforme du mois d'août 2008 qui va modifier la représentativité syndicale. On est en 2008, le mur de Berlin il est tombé en 89, et enfin le législateur se dit les conditions qui avaient été créées par la guerre froide semblent avoir disparu. Donc on va peut-être modifier le contexte dans lequel interviennent les représentants du personnel en France, et en particulier celui des syndicats représentatifs. Parce que jusqu'en 2008, la représentativité syndicale, elle était décrétée par l'État. Voilà, c'était un décret pris en Conseil d'État, il disait, toi tu seras représentatif, toi tu ne le seras pas. La dernière fois que le décret avait été pris, c'était en 1966, en faveur de la CFTC maintenue.
parce qu'en 1964, il y avait un congrès à la CFTC qui avait décidé d'abandonner les références chrétiennes et de transformer l'organisation en une confédération française démocratique du travail, CFDT. Et puis une partie des militants de l'ancienne CFTC avaient dit nous on continue. Bon. Donc dernière fois qu'on avait pris ce décret de représentativité, 66. Depuis, plus rien. Et donc en 2008, voilà, le législateur se gratte un peu la tête et dit on pourrait peut-être changer les critères. Donc on va fonder ces critères sur l'élection. C'est-à-dire que, vous voyez, on a ici finalement deux canaux qui permettent d'assurer la représentation des salariés. On a ici les salariés, et là on a la direction. Alors, le premier canal, c'est le canal. Là, c'est le canal des élus. Tout cela, ils sont élus par les salariés pour les représenter auprès de la direction. Et en retour, la direction, elle va communiquer à ses élus un certain nombre d'informations, même parfois les consulter sur un certain nombre de thèmes, voilà, pour qu'ils puissent ensuite partager aux salariés les informations qui leur ont été communiquées, expliquer les avis qu'ils ont rendus, etc. Et puis, l'autre canal, c'est le canal des désignés. Oui. Voilà, ceux-là, ce sont des désignés. Ils sont désignés par qui? Les syndicats. Par une organisation qui est extérieure à l'entreprise, qui s'appelle un syndicat. Et ce syndicat les a désignés pour qu'ils représentent le syndicat auprès des salariés, et faire en sorte évidemment que les salariés ils s'adressent à leur syndicat, de façon à ce qu'ensuite le syndicat puisse lui-même s'exprimer vis-à-vis de la direction, qui doit en retour aussi lui communiquer un certain nombre d'informations. Et il y avait depuis très longtemps une liaison organique qui était faite entre les deux canaux, au sens où les organisations syndicales avaient le monopole de présenter des candidats au premier tour des élections. Voilà. Alors, du coup, le législateur s'est dit, on va utiliser ça pour mesurer la représentativité syndicale. Et on va dire au fond, un syndicat qui aura obtenu, à l'occasion de ces élections, au moins 10% des suffrages, c'est là-haut, 10% des voix des salariés à l'occasion du premier tour de l'élection CE, qui est essentiellement l'élection de référence, ce sera un syndicat représentatif. Et le syndicat représentatif dans l'entreprise, il a un privilège, qui est de pouvoir désigner un délégué syndical. Le délégué syndical, c'est l'acteur de la négociation. C'est lui qui est en capacité de négocier et de signer des accords collectifs. Alors, comme la République est bonne mère, elle a réfléchi aussi aux syndicats qui n'avaient pas obtenu 10%. Voilà. Et elle s'est dit, on va faire un lot de consolation. On a donc créé un nouveau mandat, qui est le mandat de représentant de section syndicale. Voilà. Donc ça, dans l'entreprise, c'est pour ceux qui ne sont pas représentés. C'est quelle année, ça? 2008. Une précision. Préalablement à cette réforme de 2008, les syndicats avaient le monopole de la présentation des candidats au premier tour, mais c'était des syndicats reconnus représentatifs au plan national. Donc la réforme de 2008 fait en sorte que les syndicats sont reconnus représentatifs au plan de l'entreprise et non plus au niveau national. Exactement. Est-ce que les deux niveaux coexistent encore ou pas? Coexistent encore? Alors, en plus, il y a un troisième niveau que tu évoquais d'ailleurs tout à l'heure, qui est le niveau de la branche. Oui. Donc en fait, on a un empilage de représentativité qui n'est pas nécessairement conforme. Une entreprise qui appartient à une branche considérée peut avoir en interne des syndicats représentatifs qui ne sont pas représentatifs dans la branche. Et qui éventuellement ne sont pas représentatifs au plan national. Et elle peut avoir des syndicats qui sont représentatifs au plan national qui n'existent pas en interne, qui ne sont pas représentatifs en interne. D'accord. Et dans la vraie vie, est-ce que les salariés, ils peuvent être en connexion directe avec la direction sans passer par les élus ou les désignés? Oui, bien sûr. C'est ça. Donc, il y a des Pourquoi pêches noires au milieu qui sont... C'est qui est-ce qui est au milieu? Manager. C'est les managers. Voilà. D'accord. Merci. De rien, oui, c'était une question. Non, mais on a suivi, nous. Non, mais j'ai posé des questions pour que vous ayez au moins un peu de vivacité d'esprit. Le premier acteur de la relation sociale, le premier représentant du personnel dans l'entreprise,
c'est le manager. Alors la difficulté pour lui, c'est que dans la fonction qui est la sienne, il hérite en même temps que cette fonction managériale, au sens où il va avoir à encadrer une équipe de salariés par exemple, il hérite également des responsabilités sociales. On le lui a généralement pas dit. Et en fait, tous les matins quand il arrive, tous les jours en fait, même quelle que soit l'heure d'ailleurs du jour ou de la nuit, ou à partir du moment où il est présent auprès de son équipe dans l'entreprise, il est susceptible d'être sollicité pour des questions qui relèvent des relations sociales. Individuellement, chef, ma feuille de paye, chef, mes congés, chef, mon arrêt maladie. Ou collectivement, chef, nos horaires, notre organisation, nos conditions de travail. Tout ça, ça rentre par ailleurs dans les champs de compétences de ces représentants. Mais le premier à qui on est susceptible d'adresser ces questions, c'est le manager. Le problème, c'est que le manager, il n'est pas prévu par le Code du travail. Le Code du travail est muet sur la fonction sociale, sur le rôle social du manager. Donc ce qui se passe aussi dans un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas fait appel au CE, c'est que, comme la loi oblige de faire circuler les informations par ces canaux-là, un peu un système d'irrigation, si vous voulez. Donc on a de l'information qui circule ici et là, et puis là, ben, aucune obligation. Et donc progressivement, ce canal ici, s'est tari. Voilà. Et si de temps en temps, on ne va pas curer les canaux, mettre un peu de pression, ça ne fonctionne plus. Et on se retrouve à ce moment-là, comme la caravane des cow-boys entourés par les Indiens. Voilà. Eux, ils forment le carré, et puis les autres, là-bas, ils tournent autour et tirent les flèches. Et ça se passe aussi dans la entreprise. Alors, voilà, donc ça, c'est les effets de la réforme de 2008. Après, il y a eu encore d'autres évolutions pour renforcer encore des mutations ou des mutualisations, si vous voulez. Le périmètre, en 2015, la loi Rebsamen, le périmètre de la délégation unique du personnel a été étendu. Et on parle de la DUPE dans ces cas-là. Voilà, pour inclure également le CHSCT, et elle a été, le périmètre du regroupement des instances a été étendu également aux entreprises jusqu'à 300 salariés. Et puis en 2016, la loi travail, elle a modifié le régime de la négociation. Parce qu'on avait des règles antérieures un peu particulières concernant la négociation. Donc à retenir aujourd'hui qu'on a dit une organisation syndicale qui a obtenu 10% des suffrages, elle a le pouvoir de négociation. Mais la validation d'un accord, la signature d'un accord, elle, c'est 50%. Seul ou à plusieurs. Si vous avez un seul syndicat qui fait plus de 50%, c'est sûr que c'est l'interlocuteur incontournable. Souvent aujourd'hui dans les entreprises, on a quand même une pluralité syndicale qui fait que sur chaque sujet de négociation, le DRH devient un diplomate chargé de constituer une alliance. Voilà. Et il faut qu'il pèse et qu'il sous-pèse en disant, bon ben, est-ce que j'aurai la majorité des 50% qui va pouvoir signer et valider mon accord? Il a même intérêt à le faire avant d'ailleurs, parce que parfois il faut dire à son chef, écoutez, c'est pas la peine d'y aller, parce que là, de toute façon, sur ce projet-là, j'aurai pas de signature, donc ne perdons pas de temps. Après, il existe encore un petit artifice qui a été introduit par le législateur, parce qu'on a des énarques, vous savez, ils se régalent, ils aiment beaucoup inventer des trucs. C'est la possibilité d'une validation minoritaire à 30% avec référendum. Voilà. Ce qui n'est pas absurde non plus, parce que c'est une façon aussi de contourner le monopole d'une organisation syndicale qui dirait « moi je ne veux pas signer puisque de toute façon j'ai obtenu 50%», alors qu'en fait les salariés ils sont peut-être plus pragmatiques, et s'ils s'en trouvent au moins des syndicats qui ont eux obtenu 30%, à ce moment-là on va solliciter le reste des salariés par référendum en direct. Alors, à ce dispositif-là, s'ajoute un autre dispositif qui est celui effectivement de la mesure de la représentativité au niveau de la branche et au plan national. C'est-à-dire que 10%, ça permet effectivement d'être représentatif dans l'entreprise. Au niveau des branches professionnelles, le seuil, lui, il est à 8%. Voilà, donc on fait l'addition de toutes les élections qui sont tenues dans la branche. Et voilà, on compte ceux qui ont obtenu au moins 8%.
Et au plan national, interprofessionnel donc, eh bien, c'est également 8% dans 4 secteurs d'activité: industrie, commerce, services et BTP. Voilà. Alors, là aussi, les choses ne sont pas forcément très simples, parce que les organisations syndicales, elles ont leur organisation propre, et donc il y a des organisations syndicales qui ont par exemple réuni les commerces et